pour une, si on va dire une spécialiste de la famille, entre guillemets, le spécialiste, le grand enjeu, c'est de prendre soin de nos relations, prendre soin de nos liens. On pourrait dire faire une société des liens, c'est justement se dire qu'est-ce que c'est qu'être en vie, qu'est-ce que c'est qu'être vivant, par quoi ça passe, de quoi avons-nous besoin, comment faut-il nous nourrir pour être bien avec soi-même, avec les autres, dans son environnement, pour prendre soin de son environnement, de la terre, du monde, des cultures au pluriel. Eh bien, c'est justement repenser au fait que nous ne pouvons pas vivre seuls, grandir, vieillir, sans être en lien avec un autre que soi. Et quand je dis un autre que soi, c'est bien entendu les humains et les non-humains. Et ça, c'est les bébés qui nous les apprennent très bien. Moi qui travaille beaucoup avec les tout-petits, qui ont une pensée extrêmement complexe, puisque quand ils arrivent au monde, ils s'ouvrent à cet environnement. Certes, ils sont reçus dans les bras de leurs parents qui sont leurs premiers interlocuteurs et qui vont leur donner l'espérance, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre une place, ils vont être acteurs, ils vont participer à la création de ces liens, ça c'est très important, mais c'est pas simplement leurs parents, c'est aussi tout cet environnement qui va à la fois les transformer et que eux-mêmes vont transformer. Hein, si on regarde juste le lien parent-enfant, le parent, il est fabriqué, j'ai presque envie de dire, par le regard de son enfant, parce que son enfant regarde son parent le regarder, et ça va agir sur leur histoire ensemble. Donc ils vont construire une histoire ensemble, une histoire sensorielle, ils vont se tester, ils vont se deviner, ils vont se comprendre petit à petit. Et donc ces liens-là, ça peut paraître simple, mais ça construit nos ressources internes. Il y a ce corps charnel que l'on voit, et puis il y a un autre corps que l'on ne voit pas, qui est dedans, et qui est constitué de sécurité interne. Être en sécurité à l'intérieur de soi, c'est avoir toujours la certitude que si on se retourne, il y a un autre pour nous soutenir, nous accompagner, nous aider, nous écouter. C'est une vraie question aujourd'hui. Si je me retourne, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou est-ce que notre individualisme nous prive de ce regard partagé et de cette main tendue? C'est véritablement important, bien entendu, parce que si on n'est pas en sécurité avec soi-même, eh bien du coup, on va aller faire appel à notre technologie pour installer des sécurités externes. C'est comme ça que l'on peut voir dans le monde de la famille les babyphones qui viennent nous dire si oui ou non notre enfant est en vie, s'il respire bien. Ça va être aussi le rapport au portable où on va sans cesse s'agripper à des appels pour s'assurer que l'autre me répond bien et qu'il est bien là. Est-ce que j'ai besoin qu'il me réponde pour savoir qu'il est là? C'est-à-dire que c'est vraiment la question justement de la séparation, c'est-à-dire comment je garde l'autre en moi, comment l'autre est présent quand il est absent. Si je pense que quand je ne le vois plus, il disparaît, je l'ai perdu, je ne peux pas vivre parce que je suis sans cesse en train de vouloir vérifier que l'autre est là. Alors que s'il n'est pas là, il me manque, ce qui n'est pas la perte, il me manque. Je préférerais qu'il soit là, c'est l'enfant qui va à l'école, le parent qui se demande ce qu'il fait, l'ado qui commence un peu à prendre ses libertés, etc. Eh bien, je suis en sécurité parce que, voilà, il va revenir, je lui ai demandé de revenir ce soir, etc. Bon. Donc, on voit bien qu'on va faire appel à la technologie. C'est le babyphone, c'est une chose. Les caméras, on passe encore une autre, vous voyez, un autre niveau. Les caméras dans mon quartier, parce que je n'ai pas de sécurité intérieure, j'ai l'impression qu'on va sans cesse m'attaquer, me blesser, me faire du mal. Bien, voilà, on va commencer à demander des systèmes sécuritaires. On a des villes avec des caméras, c'est des grandes questions. On se sent en insécurité, voilà. La vulnérabilité, c'est notre force. C'est parce que nous sommes vulnérables que nous pouvons puiser dans cette vulnérabilité ensemble, c'est ça le lien, ensemble,
et on en fait une force. Donc c'est le partage qui va naturellement transformer cette vulnérabilité. Et là, Cynthia Fleury parle de l'hypertension que provoque la vulnérabilité. À chaque fois qu'on travaille dans une situation avec de la vulnérabilité, je pense aux bébés, on peut parler aux personnes très âgées, on peut parler de la maladie, systématiquement, ça nous conduit à penser autrement. Donc, à trouver des solutions autres. On ne peut pas évacuer la vulnérabilité, mais finalement, c'est comme une opération, en fait. C'est une opération sur un calcul. Il y a quelque chose à penser et il faut faire cette équation, finalement, en prenant en compte l'hypertension que nous propose la vulnérabilité. Donc, quand on travaille avec la fragilité, la vulnérabilité, on est toujours dans ce questionnement. Comment être avec l'autre? Quelle est ma juste place? Quand est-ce que je dépasse finalement ce que je dois faire pour lui? À quel moment je suis en train de trop suppléer et je l'annule dans ce qu'il est? À quel moment je le prive de ses potentialités, de ses possibilités à? Est-ce que parce qu'on est vieux, on est totalement vulnérable? Voilà, vous voyez, à chaque fois, on est face à des questionnements. On est dans le doute. C'est tellement important ce doute pour pouvoir échanger. Ça crée du lien. C'est-à-dire que la question de la vulnérabilité nous met en situation d'aller chercher un autre et des liens. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui viennent nous voir, j'ai jamais été voir de psychologue de ma vie, je n'ai jamais parlé de ça de ma vie, et ils vont à ce moment-là venir déposer. Et à la fois, il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de courage aussi, d'aller parler de sa vulnérabilité. Et ils en ressortent en effet avec une nouvelle richesse. Parce qu'ils se découvrent aussi eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à devoir dire quelque chose, et c'est la question du récit, c'est la question de l'énonciation, de faire advenir les mots. C'est pas si simple et c'est encore moins simple aujourd'hui, où nous avons transformé nos relations humaines en une somme d'informations. La vie familiale, si je reste sur la vie familiale, c'est une somme d'informations. Ça a été l'école, oui, tu as fait tes devoirs, tu as eu quelle note, tu pars à quelle heure demain matin, tu as acheté du pain, etc. Voilà. Les messages, même les coups de fil qu'on se passe, c'est très, très informatif. Le narratif a disparu parce qu'il n'y a plus les espaces-temps du narratif. Le repas, ça peut être le temps du soir, ça peut être les moments où on s'installe, les moments où on se pose. Peut-être qu'on n'a rien à dire pendant 5, 10, 15 minutes, mais ça, dans une vie familiale, ça n'existe pas. Se poser, s'installer tous, parce qu'il y en a toujours un qui est en train d'à droite à gauche, vous voyez. Donc c'est la question de se raconter. C'est par le langage, c'est par les mots que l'on se met à comprendre le monde, à l'interpréter, à lui donner du sens et à prendre sa place, une juste place, un parmi les autres. Je ne suis pas l'autre, mais il y a à la fois de la similitude et à la fois de la différence, et c'est cette association qu'il faut trouver et qui va permettre de participer finalement à notre histoire humaine. C'est par les mots que l'on peut découvrir, comprendre. On le voit dans les situations de drame. Comment s'appelait cet homme? C'est Durne qui était rentré un jour dans un conseil municipal et qui a tiré sur tout le monde, qui a tué tout le monde. Il a été interpellé, il a été incarcéré, il est décédé parce que lors de ça, il a été entendu, il s'est en fait défenestré, et on a retrouvé ses carnets. Ces carnets, il écrivait beaucoup dans un des carnets, il disait « Il faudra un jour que je fasse quelque chose de terrible pour avoir le sentiment d'exister ».
Et la question du sentiment d'exister, il y a un auteur qui s'appelle Winnicott, qui est un pédiatre, psychanalyste, qui dans les années 50 parlait de ce qui fait existence, qui permet de se sentir exister par la capacité à se dire. La question du récit, les familles taiseuses, pas taiseuses parce qu'ils pensent que ce n'est pas important, se privent et très souvent s'appauvrissent psychiquement. Donc le langage, c'est pas une question morale, il faut bien parler, c'est une question vraiment d'équilibre, de santé. C'est véritablement notre santé à nous ensemble, individuellement, collectivement, et une santé du monde finalement. C'est pour ça que moi, j'en appelle à prendre l'éveil du tout petit comme une vraie question politique centrale et qui doit être un droit. On parle du droit à l'éducation, c'est dans la Convention des droits de l'enfant, c'est dans les droits de l'homme, mais l'éveil, on ne commence pas à être un humain quand on est en âge d'être éduqué et d'aller à l'école et d'avoir de l'instruction. C'est tout de suite qu'on doit prendre en compte ce petit humain pour que justement il puisse à son tour prendre en compte les autres, mais quels que soient les autres, humains et non humains, je le redis. Donc l'éveil, c'est un indicateur de richesse. On doit le placer au centre en se disant comment je prends soin des récits, puisque nous sommes, là je vais nommer Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Et elle dit bien d'ailleurs que le sens de nos vies, c'est notre drogue dure. Et c'est exactement ce que nous dit Durne en faisant ce geste terrible, terrifiant. Vous voyez, il y a quelque chose de lui que nous n'avons pas porté ensemble, qui est sa vulnérabilité. Nous l'avons lâché avec sa vulnérabilité. Il s'est retourné, il n'y avait personne, pas de main tendue. Et ensuite, en effet, on retrouve cette expression de soi ultime, monstrueuse, qui a été un déferlement pour tous. Donc voilà, vous voyez ce soin à apporter à notre condition. Notre condition n'est pas sans condition. Hein. Et c'est vrai que être par exemple ici dans des journées comme Agir pour le vivant, où on vient parler du bébé, on vient parler du bébé qui va grandir, et voilà. C'est aussi rappeler, mais attendez, on attend une génération des liens, une génération qui prend soin. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Comment on l'éveille au monde des vivants pour qu'il prenne soin du vivant? Voilà. C'est absolument central. Et oui, il y a urgence, je l'ai dit d'ailleurs en introduction hier, il y a urgence. Mais l'urgence, ça c'est une hypertension. Ça c'est quelque chose qui permet de penser différemment. Sur les humanités, vous voyez, sur rien. Je donnais un exemple, j'évoquais, à l'école, j'étais toujours en difficulté, j'avais du mal avec le système scolaire et j'étais très souvent à regarder dehors. Et je pensais hier, comme on a beaucoup parlé de la nature, c'est vrai que je pouvais m'évader dans des vues extérieures et en particulier, évidemment, quand il y avait un arbre, un oiseau, enfin, voilà, du vivant, quelque chose que pouvait m'intéresser en fait, et on était immédiatement, pas que moi, les enfants qui agissaient comme ça, on était tout de suite réprimandés et on était inattentifs, pas présents, etc. Jamais on nous a dit qu'est-ce que tu regardes. On pourrait demander à Sophie qu'est-ce qu'elle regarde, tu peux nous parler de ce qui t'a intéressé. Vous voyez, me mettre en situation de récit, de me mettre en situation de dire, de parler de cet éprouvé, de ce que ça pouvait modifier en moi, peut-être du désir que je pouvais avoir qu'on nous parle dehors, peut-être. Voilà, vous voyez, sur la question de l'importance de soutenir les jeunes dans l'expression de soi. Moi, je reçois beaucoup de parents qui me disent ils ne s'intéressent à rien. Ils s'intéressent à rien. En fait, il faut décoder. Ils ne s'intéressent à rien à l'intérieur du système scolaire. Hein. Et donc, quand on se tourne vers l'enfant ou l'adolescent et qu'on lui dit « Sinon, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il va vous
emmener dans son univers. Alors, son univers passe peut-être en effet par les écrans, mais à l'intérieur de l'écran, et ce qu'il regarde, on peut avoir une discussion, voir comment il pose un discernement, quel esprit critique il a. Ah bon, tu aimes? Voilà, moi j'aimerais bien que tu me montres. Oh là là, moi je trouve ça hyper violent. Ah non, moi j'aime pas du tout. Toi tu aimes? Oh non, pas. Non, mais tous les copains regardent. Bon, déjà voilà. C'est accompagner nos jeunes. Je trouve que dans l'enseignement aujourd'hui, toutes ces dimensions-là, toutes ces humanités ne sont pas proposées. L'emploi du temps de nos enfants, est-ce qu'il est pertinent? D'où ça vient? Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi est-ce que les enfants se lèvent à 7 h du matin dans le noir et dans le froid? Est-ce que c'est vraiment utile pour nos adolescents? Est-ce qu'il ne faut pas décaler les horaires? Est-ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que de faire hebdomadaire, faire selon les saisons? Voilà. Je trouve que c'est... Quand on commence à poser le sujet de qu'est-ce qu'on a envie comme enseignement pour nos enfants, mais aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on vit une urgence et c'est vrai qu'on est dans une situation que nous ne pouvons plus ignorer, ben ça nous pousse à penser ensemble et à être extrêmement créatifs. C'est cette créativité qui est centrale. Oui, oui, le sens, c'est comment le créer, parce que quand vous ne donnez pas de sens à ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, il y a une dimension violente de vous-même qui va prendre la place, qui va être en lieu et place de ce qui pourrait vous pacifier. Si on reste une fois encore dans la famille, quand un parent vient me voir et me dit non mais moi je comprends pas cet enfant-là, vraiment, il fait n'importe quoi. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Vous voyez ces expressions très fortes? Eh bien là, je prends les choses très au sérieux. Parce que si ça n'a aucun sens pour le parent, ça veut dire que la violence, elle est déjà très très haute et que ce parent est en train d'être véritablement agressé. Et que son enfant n'est plus un enfant, il est un agresseur. Et si son enfant devient un agresseur, en retour, le parent va se défendre et donc l'agresser. Vous voyez le mouvement psychique. Alors bien sûr, on n'a pas le temps forcément d'expliquer tout ça, mais... C'est pour ça que je dis que le sens est très important, parce qu'il vient justement empêcher toute violence. C'est véritablement oui, c'est un vecteur de pacification, donc pour soi et pour les autres. Donc ce que je dis pour cette histoire familiale et ce parent qui vit l'autre qui fait n'importe quoi et qui n'a aucun sens, qui le vit comme un agresseur, vous pouvez le mettre à un autre niveau, au niveau d'un quartier, au niveau du voisinage, au niveau social, au niveau mondial. Donc, vous voyez, ces mouvements d'apparition de violence, d'attaque, partent de ce que l'autre reste un étranger. L'autre reste dans l'étrangeté. C'est la question de la naissance. Dans d'autres cultures, la question des liens n'est pas du tout vue comme en Occident, par exemple. Je pense aux travaux de Majid Ranema, qui a écrit un magnifique ouvrage chez Actes Sud qui s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté ». Et il montre très bien comment, avec l'introduction de toute la période industrielle, petit à petit, nous a privés finalement de l'enrichissement de nos relations. Et à force de perdre ces relations, on devient misérable. Il y a du misérable. Le pire du pire, c'est d'être misérable. Et le misérable, c'est celui qui est privé de relations. C'est celui qui n'a pas pris soin de ses liens. Et il y a quelque chose de misérable dans notre manière de courir après l'avoir et ne plus prendre soin des liens, quels qu'ils soient, familiaux ou sociaux. Donc il y a des cultures qui sont plus attentives que d'autres à préserver la qualité des liens, que ce soit les liens
entre humains, mais aussi avec le vivant, avec la nature. Hein. Il y a des cultures beaucoup plus attentives. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préoccupations, puisque les préoccupations sont aujourd'hui mondiales et ça empiète tout le monde. Mais en effet, il y a une représentation sur l'importance de cette santé des relations, même s'ils ne l'appellent pas d'ailleurs comme ça, qui est omniprésente. Moi, je parle de santé des relations parce que nous sommes, en tous les cas dans notre pays, nous avons des politiques publiques de santé qui sont dans le déni total des liens. Total. On a une politique sanitaire qui est centrée sur le corps, la santé. Voilà, manger, c'est la qualité de ce qu'on met dans notre assiette. Comment ça arrive dans notre assiette? Quel est tout cet univers qui rentre dans notre assiette? Comment est-ce qu'on se nourrit? De quoi ça parle aussi, manger, quand les mamans viennent me dire je l'allaite mais il n'a pas l'air d'aimer mon lait. De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la préoccupation derrière? Comment je prends soin de ce sentiment qu'elle a, que son bébé ne l'aime pas quelque part et qu'elle est la seule à avoir un mauvais lait, par exemple. Bon, vous voyez, manger, c'est véritablement... Alors ça aussi, c'est une porte d'entrée extraordinaire sur la question de l'assiette. C'est bien pour ça que je travaille dans une cuisine, hein, c'est pas... et non plus derrière un bureau. C'est justement comment on va se restaurer dans tous les sens du terme, la restauration par les mots aussi. Hein. Le concept de santé culturelle, c'est venu d'abord, je parlais beaucoup de santé psychique pendant très longtemps et il ne m'avait pas échappé que personne ne m'écoutait parce que santé psychique, dès qu'on dit psy, de toute façon c'est terminé, toutes les écoutilles sont fermées, c'est même pas la peine. Vous voyez bien que vous n'avez plus d'interlocuteur. Donc on parle un peu dans le vide. Quand je me suis mis à parler de santé relationnelle, déjà, santé relationnelle, il y avait une petite écoute, même si l'écoute était courte et que ça lâchait assez vite. Il n'empêche que ça a un peu changé la possibilité de partager sur ce sujet qui m'est cher, de prendre soin de nos liens. Et puis, quand Françoise Nyssen est devenue ministre, elle connaissait mes travaux, je lui ai parlé de cette inquiétude que j'avais sur le fait que nous ne nous nourrissions pas de liens, que nous étions malnutris dans nos liens et que c'était tout à fait dramatique de voir nos pays d'opulence vivre de malnutrition de nos liens, qui est notre culture des humains. D'où la notion de santé culturelle, c'est-à-dire pour éviter cette malnutrition culturelle, la malnutrition dans la qualité de nos liens et le prendre soin de nos liens. Du coup, il faut aller vers une santé culturelle, ça veut dire une politique publique qui prenne en compte que notre condition n'est pas sans condition et que nous sommes des êtres de relation, que nous sommes des êtres de langage et que nous devons très précocement être attentifs à faire passer des messages de santé publique autour de ces liens que l'on crée avec nos tout-petits et ceux aussi tout au long de la vie. Moi, je vois trop de parents aujourd'hui, j'ai commencé à travailler en 82, nous sommes quasiment 40 ans plus tard et quand j'entends des jeunes mamans se sentir tout à fait angoissées dans l'accueil la naissance de leur enfant, quand je vois la médecine de pointe que nous avons aujourd'hui et qu'elles vont mal, et qu'elles se sentent abandonnées, et qu'elles ne se sentent pas considérées et pas prises en compte, bien oui, on voit bien on s'est totalement centré sur le corps, on mesure, on pèse. Dès qu'elles disent qu'elles sont angoissées pour accoucher, on leur fait des réponses métriques sur la taille de leur bassin, la taille du périmètre crânien du bébé, que donc tout va bien parce que ça passe. Non, ça passe pas, ouais, psychiquement. Et c'est comme s'il y avait un utérus, mais il n'y avait pas une petite dame au-dessus. Vous voyez, on a complètement clivé, c'est étonnant. Et la santé culturelle, c'est ça, c'est d'être toujours dans cette préoccupation de la qualité de nos relations et de nos liens. Et la notion de santé culturelle, ça a parlé au monde de la culture, au monde social, au monde de la santé. Et enfin, ça a permis, comme quoi la sémantique, hein, c'est toujours très intéressant de penser aussi aux mots qu'on utilise. Cette sémantique a permis de nous réunir. Et c'est vrai que
Je le vois dans les colloques où je vais, où maintenant je ne suis pas invitée que dans des colloques de psychanalystes, mais autant dans la culture que dans l'urbanisme, que par des paysagers. Voilà. Ça montre qu'il y a on a réussi à se comprendre. Oui, on se nourrit de beau parce que l'esthétique, c'est pas... Alors le beau, qu'est-ce qui est beau ce qui est beau, c'est ce qui vous touche. C'est-à-dire, c'est l'esthétique, le beau, c'est la question de être touché, être traversé par l'expérience de la rencontre. Et traverser, ça veut dire qu'on a ressenti profondément son existence dans le lien. Ça peut être le vent, ça peut être une voix, ça peut être une odeur. Il y a des gens qui disent « je suis très sensible aux voix ». Il y a des voix qui passent très bien d'ailleurs. On est tout de suite touché. Voilà. Donc, quand vous allez dans un musée, tout le monde n'est pas touché par la même chose. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ait pu accompagner les enfants dans justement ce rapport au beau, à l'esthétique. Et ça passe aussi par le soin qu'on prend. Par exemple, moi je fais très attention, nos lieux des pâtes au beurre sont toujours des très beaux lieux. Alors beaux, modestes, parce que c'est des lieux associatifs, donc il n'y a pas énormément d'argent. Mais on prend soin. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la préoccupation de ce qui pourrait faire plaisir, ce qui pourra les toucher, d'être attendu de telle manière, de penser avoir des jolies tasses, qu'il y ait voilà, des choses agréables à boire, du café, du thé, plusieurs thés. Voilà. Vous voyez, c'est cette attention en fait qu'on a envie de... Derrière, il y a le plaisir. Il y a le désir d'être ensemble et il y a le plaisir d'être ensemble. C'est comme quand vous prenez soin de la manière dont vous allez vous habiller. La question n'est pas d'être à la mode, pas à la mode. La question, c'est vous prenez soin, voilà, par respect pour l'autre, par respect pour vous-même. Je suis très attentive à ça, par exemple. Je vais parler là plus des femmes, les mamans, les jeunes mamans, celles qui viennent d'être mamans et qui commencent à se négliger tellement elles sont dans le don d'elles-mêmes à l'enfant, mais au point qu'elles sont en train de se perdre. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans la juste relation, qu'il y a un bout d'elle qui est en train de se vider du sens de son existence. Vous voyez, c'est des petites choses, bon, ça c'est dans mon métier, mais c'est pour dire à quel point l'esthétique et le beau, ça parle de ça. Ça parle du rapport à soi et à l'autre et la manière dont on est préoccupé aussi par l'autre. En fait, c'est cette rencontre. C'est pour ça que je parle souvent des expertises pénales que je fais, où je vois des gens qui ont basculé dans le drame, qui ont provoqué un drame, et où je retrouve, quand je suis dans cette recherche, quête d'éléments biographiques de la personne, et comment on retrouve dans l'enfance cet oubli de l'enfance de l'enfant qu'ils ont été, cet oubli dans l'enfance de cette part sensible qui n'a pas été nourrie. On s'en est pas préoccupé, il pleure, quand on s'en fiche, je pose pas de questions, on n'en parle pas. C'est l'oubli d'une part de l'enfant, c'est totalement invisible. Et c'est très difficile d'ailleurs de faire de la visibilité sur cet invisible, puisque c'est ce qui nous constitue. Donc l'esthétique, quand vous allez dans un endroit où on a pris soin, c'est toujours très rassurant. Il y en aurait beaucoup. En ouvrage, je trouve que... Alors, bien sûr, ça va être tourné du côté de cette vie sensorielle. L'ouvrage de Jacques Lucéran et La lumière fut, Jacques Lucéran totalement oublié, qui est enfant et devenu aveugle. Un petit copain à l'école l'a poussé, il est tombé au coin de son pupitre et en fait, ses lunettes ont détruit son système nerveux donc il a perdu la vue.
Et il est devenu un grand résistant. Et il a été résistant pendant 3-4 ans. Il était encore au lycée, il avait 17 ans. Il a été dans les camps, il en est ressorti. Enfin bon, c'est cet homme incroyable. Et son récit m'a beaucoup marqué parce que... et la lumière fut, c'est quand il est devenu aveugle. Bien sûr, c'est terrifiant. Et il raconte très bien comment, quand il a commencé à ressortir, aller dehors, il voulait voir comme avant, en fait. Et il dit, c'est comme s'il jetait ses yeux en avant, vous voyez, pour se dire, non, mais je vais peut-être arriver à voir un peu plus loin. Et jusqu'au jour où il a réalisé qu'il fallait qu'il regarde dedans. Et que le jour où il s'est mis à voir dedans, il a revu les couleurs, il a revu les feuilles des arbres, voilà, je trouve qu'il y a un enseignement dans ces descriptions, bon, il faut aller le lire, dans ces descriptions extrêmement sensibles de comment il a fait de ce moment dramatique de sa vie, qu'il a énormément vulnérabilisé, l'a littéralement transformé, et comment du coup il s'est mis à voir beaucoup mieux dans le sens où ça l'a enrichi d'une manière incroyable, et que voilà, il a eu une vie extraordinaire. Donc ça, c'est pour un auteur. Après, je ne peux pas passer à côté de quelqu'un comme Selma Frébert, qui n'est pas connue, mais qu'importe, qui était une assistante sociale américaine, et que je lisais quand j'ai avant de créer les pâtes au beurre, et qui allait toujours chez les gens travailler, puisque l'assistante sociale, elle agit, elle va chez les gens pour les aider. Et elle était toujours dans la cuisine. On lui offrait toujours un petit café dans la cuisine de ses familles. Et elle travaillait avec des familles très, très défavorisées. Et c'est devenu une grande psychanalyste qui a créé les thérapies brèves. Et elle a décidé de continuer à travailler en allant chez les gens, dans leur cuisine. Et elle a écrit autour de la psychothérapie dans une cuisine. Voilà. Et la cuisine elle m'a inspirée. Donc ça fait partie des inspiratrices parmi d'autres femmes.